Merci à toutes et à tous d'être présents. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote pour commencer cette table ronde. Je ne sais pas si vous connaissez Adam Smith, le père de l'économie libérale. J'imagine que tout le monde connaît Adam Smith ici, sinon ce serait un peu choquant. Qui a un peu forgé dans les années 1776 plus exactement, son premier ouvrage, La richesse des nations, a forgé l'économie moderne, basée sur un principe assez simple qu'il a analysé dans la vie quotidienne. Donc il a pris l'exemple de son dîner pour pouvoir conceptualiser notamment sa thèse et sa théorie. Donc Adam Smith, son dîner, pour lui, si le boucher, si le boulanger, etc., fournissait finalement des biens à Adam Smith pour pouvoir préparer son dîner, c'était pas pour prendre soin d'Adam Smith, ou c'était pas dans l'intérêt collectif qu'ils faisaient ça, c'était pour maximiser leur intérêt individuel. Donc un peu cette allégorie du dîner, qu'il a pas mal utilisée, a été un peu forgée cette idée de l'économie libérale, disant que c'est en maximisant les intérêts particuliers qu'on arrive à maximiser l'intérêt collectif. Et ayant forgé un peu toute cette thèse, Adam Smith a oublié quelque chose. Parce que ce n'était pas Adam Smith qui préparait son dîner. Adam Smith a vécu avec sa mère quasiment l'intégralité de sa vie, qui a même déménagé ensuite à Édimbourg quand il est devenu, je ne sais plus, c'était conseiller ou à la Cour des comptes d'Édimbourg, etc. Donc sa mère l'a suivi toute sa vie. Et en fait, dans ses théories économiques, il a toujours oublié la personne qui lui faisait son dîner, qui était sa mère. Et c'est une petite anecdote, mais qui symbolise et qui intègre énormément de choses, en fait. C'est la racine du problème, pour moi, de la difficulté qu'on a aujourd'hui à avoir une société qui est équilibrée et qui défend la justice sociale et un modèle économique qui fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette société est basée sur le fait qu'il y ait d'un côté l'économie dite productive, de ceux qui vendent des biens, qui les achètent, et puis de l'autre côté, l'économie de la sphère privée, d'ailleurs qu'il a profondément voulu distinguer de la sphère publique. Et cette économie de la sphère privée, c'est l'économie du soin, et c'est une économie qui est gratuite, c'est une économie qui n'est pas valorisée aujourd'hui. Bon, aujourd'hui on est en 2023, donc tout le soin a une valeur économique, mais on sait aujourd'hui qu'il est extrêmement précarisé. Donc voilà, cette petite anecdote, ça nous permet d'introduire cette table ronde qui, ce n'est pas juste une blague, c'est en fait, ça a des répercussions concrètes. Alors pourquoi on a choisi à un moment donné cette économie dite libérale, capitaliste, etc. Ça a été un choix collectif d'une certaine manière. Parce que sa promesse, c'était d'améliorer l'espérance de vie, d'améliorer la croissance, de nous permettre de nous émanciper. Ça a même fondé le rêve de beaucoup de personnes. Je sais, moi, venant d'une famille immigrée, que ça a été quand même un rêve de pouvoir s'émanciper de sa condition sociale, que d'arriver dans l'économie capitaliste, de pouvoir en jouir et de pouvoir s'émanciper financièrement et du coup espérer une meilleure espérance de vie et une meilleure qualité de vie. Sauf que, effectivement, ces parallèles économiques en tant que tels, statistiques, on a pu les analyser pendant une grande partie de l'histoire, en tout cas pendant les 30 Glorieuses, mais ça fait depuis plus de 50 ans que quand la croissance et le PIB augmentent de 2% par an, l'indice de développement humain stagne. On peut même voir dans certains pays qu'on a des parallèles inverses, par exemple comme aux États-Unis. Ces dernières années, l'espérance de vie baisse au fur et à mesure que la croissance augmente. On a pu le voir en Allemagne également, où le niveau de pauvreté, pendant la période de plus forte croissance de l'Allemagne, a augmenté fortement. Donc, ça nécessite de se reposer la question. Pourquoi on n'arrive pas à aborder ces thématiques ? Alors moi, je ne vais pas vous dire, comme ce matin, que c'est parce qu'il y en a qui sont pro-compétitivité, qui sont nés compétitivité, et d'autres qui sont non, je suis né souverain. Personne ne naît souverain ou ne naît pro-compétitivité. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre socialisation, quand on émerge, quand on grandit, qui ont des impacts sur nos comportements. Et notamment l'économie libérale, et ça, c'est pas moi qui le dis, l'économie libérale, c'est la recherche de fuir la vulnérabilité d'une certaine manière. C'est de refuser la vulnérabilité. Sauf qu'effectivement, depuis ces 10-15 dernières années, on a fait l'expérience de notre vulnérabilité collective, finalement. Avec le Covid, avec les crises financières, etc. Mais on veut à tout prix lutter. On ne veut pas avoir cette vulnérabilité. Non, on s'en sortira plus fort. Et puis ensuite, on utilise un langage guerrier. Et puis non, en fait, l'économie sera plus forte, etc. Et on arrivera toujours, finalement, à s'extraire de notre vulnérabilité qui est malheureusement humaine. Et je pense que c'est un problème fondamental de non-acceptation de la vulnérabilité collective. Alors maintenant qu'on a dit ça, et qu'on sait que le modèle économique traditionnel, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, ne fonctionne pas,
on peut effectivement se dire il faut développer des initiatives qui intègrent des critères écologiques et sociaux, ce qu'on fait toutes et tous. Mais il s'agirait aussi de se poser la question globalement de qu'est-ce qui est finalement cette éthique qui va organiser le monde de demain, quelle est finalement cette économie, quel est son chapeau, et qu'est-ce qui permettra ensuite effectivement de transformer tous nos rapports sociaux, parce que l'économie, elle s'intègre dans un système plus global, c'est-à-dire l'économie, elle est souveraine, elle développe un système en soi, mais elle s'intègre dans un système plus global. Et est-ce qu'il ne faudrait pas se reposer la question de ce système? Donc, pour pouvoir faire ça aussi, il s'agirait de revenir au moment des crises et se poser la question, pendant les crises, finalement, qu'est-ce qui nous a réellement aidés? Alors, vous vous souvenez tous de la crise du Covid, et clap, 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 et on va à notre balcon, et on applaudit les soignants, et merci les personnes en première ligne, etc. Ce sont les héros de la nation. Et qu'est-ce qu'il en reste, finalement, de cette idée-là? On voit aussi que les personnes qui prennent soin, en fait, de la même manière que la mère d'Adam Smith, les gens qui prennent soin finalement de la société, ne sont pas ceux qui sont le plus valorisés. Ce sont les métiers les plus précarisés. Alors que dans les cas de crise, et finalement quand on se retrouve dans une situation d'urgence, c'est pas les traders de Wall Street, ni je suis désolée, les conseillers ministériels qui nous aident dans ces moments-là, même s'ils peuvent prendre des bonnes décisions aussi. Mais en tout cas, il y a aussi une question de l'utilité, la valorisation de cette utilité. Est-ce que réellement, aujourd'hui, elle est au cœur de la société? Donc, c'est de l'économie qu'on va essayer de dessiner. Elle prend en compte ces paradigmes-là également. Et puis, effectivement, ça fait plusieurs années, c'est pas quelque chose de nouveau, qu'il y ait une réflexion sur cette nouvelle éthique, qui est l'éthique du care, qui effectivement a émergé davantage dans les milieux féministes, parce que le travail du care, on va le dire quand même, le travail du care est réalisé en très grande partie par les femmes aujourd'hui, qui sont les plus exposées et les plus précarisées. Donc effectivement, quand on est victime d'une urgence, on fait émerger une philosophie qui n'émerge pas réellement, parce que c'est compliqué de faire émerger cette éthique-là du fait de certains blocages. Et on va aussi analyser ces blocages-là aujourd'hui. Et bien effectivement, ce courant philosophique qui est passé de une par Carol Gilligan, qui a analysé la question de la morale et la différence de morale entre les hommes et les femmes, d'ailleurs qui a un principe assez intéressant, qui montre que la morale, notamment dans la manière dont on socialise les hommes, elle est beaucoup plus sur les principes, alors que les femmes ont une approche de la morale qui est beaucoup plus sur les complexités, et que c'est des modèles qui sont plus compliqués à mettre en place dans la société. Puis ensuite, il y en a qui se sont un peu opposés à ces idées essentialistes, comme John Tronto, qui est une grande sociologue sur la question de l'éthique du care, et qui va effectivement essayer de penser l'éthique du care, non pas comme juste je prends soin dans le domaine médical ou quelque chose de purement essentialiste, mais comme vraiment une théorie philosophique qui nous permettrait de repenser globalement l'éthique et notre manière de faire les choses et de prendre soin de la société. Bon, voilà, c'était une petite intro pour pouvoir vous mettre un petit peu dans le sujet, et pour pouvoir le faire d'autant plus et mieux encore, j'ai l'honneur d'avoir avec moi 3 personnes qui ont un point de vue très intéressant sur la question, que je vais présenter très rapidement. Hélène Périvier, qui est économiste, qui a sorti un livre, un essai, on peut dire plutôt un travail académique assez profond sur l'économie féministe, dont elle parlera également, qui est économiste à Sciences Po LOFCE. Bonjour. Cécile Duflot, que vous connaissez aussi, anciennement ministre, qui a un point de vue politique très intéressant sur la question, aujourd'hui DG de Oxfam France, et qui porte effectivement un point de vue assez global sur cette théorie. Bonjour Cécile. Bonjour. Et puis Marc Grassin qui est philosophe, qui est docteur en éthique médicale et que j'ai pu rencontrer dans des comités éthiques de grands groupes, notamment, il en fait plusieurs, mais moi dans un grand groupe financier. Et c'est très intéressant la manière dont il arrive à questionner le dirigeant sur son éthique personnelle. Et c'est finalement les blocages les plus saillants en fait, qui se font dans ces moments-là. Bonjour Marc. Bonjour. Voilà. Eh bien, écoutez, on va démarrer. Ça va être assez simple. Déjà, Hélène, vous traitez pas mal effectivement de ce sujet. Quel constat vous faites? Notamment, j'ai beaucoup parlé de la question des femmes aujourd'hui dans mon discours, donc c'est pour ça que je commence à vous donner la parole. Quel constat vous faites sur la prise en compte de ces critères de l'économie du care, la place qu'elle a dans la société, à quel point elle est féministe ou non? Mais merci beaucoup, je suis ravie de participer à cet échange et merci pour cette introduction extrêmement riche.
Peut-être avant de commencer, pour dire que derrière le mot économie, il y a une petite ambiguïté, puisqu'il y a l'économie comme une science sociale, donc qui étudie une partie des organisations humaines, les Anglais disent economics, et l'économie qui est l'organisation telle qu'elle est d'échange, de production, le plus souvent marchande, avec une organisation le plus souvent capitaliste, en tout cas c'est celle qui domine aujourd'hui. Donc Adam Smith est un économiste, il a évidemment proposé une lecture du monde. Ensuite, c'est ce que nous en avons fait, qui est le résultat de la société dans laquelle nous vivons. Donc il ne faut pas non plus donner trop de pouvoir aux économistes sur la façon dont ils auraient façonné le monde. Le monde est aussi guidé par d'autres considérations, en particulier des considérations politiques, ce qui est évidemment extrêmement important, surtout pour le sujet dont nous allons parler. Donc c'est vrai que cette question de ce qui se passe dans la sphère domestique a été complètement occultée par les économistes dans leur analyse de l'organisation économique, alors même que, comme vous l'avez dit, le monde ne pourrait pas fonctionner sans tout ce travail qui est fait, qui a été très longtemps fait dans la famille par les femmes, qui ont été non pas évincées du marché du travail, puisque les femmes ont toujours travaillé, y compris pour des raisons marchandes, mais qui ont été toujours en charge de l'éducation des enfants, du soin aux personnes âgées dépendantes, des malades, enfin tout ce qu'on peut mettre aujourd'hui sous le vocable de care, qui est le soin ou la prise en compte de la vulnérabilité, qui sont des choses qui sont évidemment centrales. Donc ça passe de préparer un repas à s'occuper d'une personne malade. Donc pendant très longtemps, c'était fait de façon non institutionnalisée, de façon dans la sphère privée. Et puis, bien sûr, vous avez mentionné les 30 Glorieuses, qu'on présente très souvent comme une période de grande avancée économique et sociale. Bon, c'est aussi une période où la question des inégalités sociales était aussi très importante, où le travail des femmes était encore extrêmement minoritaire, le travail salarié. Donc il faut aussi nuancer cette période qu'on met souvent en avant comme une période passée, glorieuse, formidable, que nous souhaiterions retrouver. Elle avait énormément de défauts et elle était très loin de proposer un monde égalitaire pour les femmes et les hommes. Donc ce qui s'est passé quand même, c'est que ce qu'on a vu, c'est une augmentation de l'activité marchande des femmes, le salariat des femmes, donc qui a augmenté dans les années 60, 70, ça dépend beaucoup des pays, et puis les années 80, qui a profondément bouleversé cette organisation dans laquelle on se disait les femmes restent à la maison, elles s'occupent de tout ce travail sans lequel, encore une fois, rien ne pourrait fonctionner, et puis les hommes vont travailler dans la sphère publique, avoir un salaire, ce qu'on appelait le modèle de Monsieur Gagne-Pain, Madame au foyer. Et on a organisé ce modèle par le biais de politiques publiques dès le début du XXe siècle, renforcées à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce que porte le Conseil national de la résistance, c'est aussi un modèle de famille comme une famille bonne, dans lequel Madame reste à la maison, Monsieur travaille. Je ne rentre pas dans les détails de ces différentes politiques, mais c'est soutenu économiquement par des politiques de redistribution qui viennent rendre ça viable, puisque auparavant, il était impossible pour la plupart des foyers d'avoir une femme qui reste à la maison uniquement pour s'occuper des enfants. Ça n'était pas possible. Ce qui s'est passé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est de mettre en place des politiques publiques qui l'ont rendu viable et soutenable pour beaucoup de ménages, ce qui donne une certaine idée d'une forme de progrès social, mais qui est très antiféministe, puisque bien sûr, elle ne permettait pas aux femmes d'avoir une émancipation économique. Donc voilà, à gros traits, ensuite les femmes sont rentrées dans le salariat, ce qui a posé un gros problème d'organisation, puisque bien sûr se pose la question qui va faire ce travail qu'elles faisaient dans le foyer, en France en tout cas, en percevant avec le soutien d'allocations spécifiques pour soutenir ce travail. C'est pour ça que la notion de travail non rémunéré est un peu ambiguë. Et il y a eu donc tout un pan du marché du travail qui s'est développé autour de soins aux personnes âgées dépendantes, évidemment soins des jeunes enfants, les crèches, l'école préélémentaire qui s'est développée, la garde des jeunes enfants, etc. Tous ces métiers-là qui sont évidemment extrêmement importants. Le problème aujourd'hui, je terminerai juste là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup. Le problème aujourd'hui, c'est que ces métiers de service aux personnes qui font partie du CARE, mais qui ne regroupent pas l'entièreté de ce concept, sont des métiers dans lesquels il n'y a pas, alors j'ai employé un mot d'économiste, mais qui a du sens, il n'y a pas de gain de productivité possible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un gain de productivité, ça veut dire une possibilité de produire plus
avec moins de travail. Ça n'est pas possible. Si vous demandez à une infirmière de voir non pas 10 personnes en 1 heure, mais 5 personnes en 1 heure, mais 10 personnes en 1 heure, elle fera moins bien ce qu'elle faisait avant. Et donc, ça n'est pas un gain de productivité. C'est là où il y a eu une grande erreur. Et donc, ces services-là, ou en tout cas cette partie-là du marché du travail, les salaires ne peuvent pas être tirés vers le haut par ce type de dynamique. Donc, c'est véritablement un choix politique que nous devons faire pour valoriser ces salaires, valoriser les carrières, les conditions de travail qui sont devenues extrêmement pénibles, qui fait qu'aujourd'hui, et je pense qu'on va revenir là-dessus, ces métiers ne sont pas du tout attractifs et nous sommes vraiment, je veux vraiment le dire, face à une crise à venir très marquée en matière de soins aux personnes dépendantes, que ce soit les enfants ou les personnes âgées. Personne ne veut travailler dans ces secteurs parce que les conditions de travail y sont très pénibles, les possibilités de carrière et d'évolution y sont très faibles, et la reconnaissance que nous portons sur ces métiers n'est pas du tout en accord avec la valeur que nous devrions leur accorder au regard de l'importance que ça a pour nous. Donc, voilà, à gros traits, et je termine par dire que, par ailleurs, ce sont en majorité des femmes qui occupent ces métiers. Donc, dans une optique également d'égalité professionnelle, il y a toute une réflexion à avoir sur la valeur de ces métiers et la place que l'on leur donne dans notre société. Voilà. Merci beaucoup. Vous dites d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant, qu'au moment où les femmes ont commencé à travailler au 19e siècle, les économistes étaient aussi complètement perturbés, très angoissés, parce qu'ils formalisaient la division sexuée du travail comme un impératif de la soutenabilité du capitalisme moderne. Mais finalement, on se rend compte aujourd'hui que justement, il y a un revers de médaille. Bon, à partir du moment où on est conscient et qu'on est d'accord sur ces a priori, sur ces principes, vous, Marc, vous avez un point de vue assez intéressant quand on a parlé de ça en amont, qui est de dire qu'en fait, ce qui est fou, c'est que ça transforme la nature même anthropologique, finalement, des humains aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous en dire 2 mots ? Oui, moi je pense que pour essayer de faire évoluer au fond les problématiques qu'on rencontre autour du sujet, il faut revenir sur des questions anthropologiques. Il y a une problématique, on pourrait dire, d'un malentendu anthropologique à partir du libéralisme. Pour faire bref, l'expérience fondamentale qui est l'expérience de notre condition humaine, c'est une expérience libérale, très profondément, dans le sens où nous sommes dans la capacité à produire les conditions de notre propre monde. C'est pour ça qu'on ne peut pas être autre chose que libéral d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire à la fois parce que nous le mettons en forme par des représentations, voilà, donc on lui donne un contour au fond et on décide du contour du monde dans lequel on est. On peut parler de vision, d'idéologie, etc., etc. Et puis parce que on va transformer le monde au fond par la puissance opératoire des sciences et des techniques, du savoir et de l'opérationnalité technique. Voilà. Donc l'expérience fondamentale sur laquelle on s'appuie, c'est une expérience où on prend la main sur le monde. Dit autrement, on peut dire d'un point de vue anthropologique, être sujet, c'est être celui qui a la capacité à produire son propre monde. Voilà. Ça, c'est, au fond, c'est toute l'idéologie implicite anthropologique de la modernité occidentale libérale contemporaine. Au début, dans l'émergence de ça, c'est faible, parce que la puissance opératoire est assez limitée, parce qu'il y a des encadrements idéologiques extrêmement forts, mais au fond, sans cesse, nous expérimentons toujours un peu plus la possibilité d'accroître notre mainmise sur le monde. Au fond, être humain, c'est prendre la main sur le monde. Voilà. Et ça a un effet évidemment très particulier parce que ça va conduire, au fond, on pourrait dire, assez impressionné par cette capacité à déplacer sans cesse les frontières, les limites, à prendre la main, à créer de nouvelles conditions. Et du coup, le malentendu dont je parle, c'est l'idée que être sujet consiste à accroître constamment, au fond, l'autonomie, l'indépendance. Et peut-être que autonomie et indépendance, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et le propos n'est pas de dire qu'il ne faut pas être autonome ni indépendant. Mais au fond, ça va générer une rupture progressive avec, au fond, l'altérité. C'est paradoxal parce que le libéralisme est une ouverture par le libéralisme politique, une ouverture à l'altérité. Mais l'expérience fondamentale du monde, elle est au fond potentiellement une anthropologie de la puissance qui nous replie sur nous-mêmes. Pour le dire autrement, et de manière un peu sous forme de boutade, au fond, le sujet libéral accompli, autonome, indépendant, c'est celui qui s'est fait tout seul parce qu'il le vaut bien.
Évidemment, c'est une problématique, ça, c'est une fiction, quoi. Parce que l'expérience fondamentale, et c'est en ça que la question du soin, du care est centrale, c'est que l'expérience fondamentale qu'on a à travers le soin, c'est que nous sommes d'abord toujours des sujets qui sont des sujets assistés. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le discours politique, il y a toujours une espèce de mépris de l'assistance, de l'assistanat, etc. Mais être sujet, fondamentalement, c'est d'abord être assisté, c'est-à-dire c'est être supporté et trouver des conditions à la fois relationnelles, et le soin dont on parlait est évident, mais aussi sociales, culturelles, qui vont permettre, quelque part, de porter, au fond, notre capacité à être sujet autonome dans un rapport, au fond, de reconnaissance des dépendances et des interdépendances. Ça, c'est le grand malentendu, me semble-t-il, de l'Occident libéral, qui conduit aussi à un libéralisme de prédation, capitalistique, de prédation, d'extraction, de puissance opératoire. Pour le dire autrement, au fond, nous sommes sur une anthropologie du même, très paradoxale, puisqu'on est en même temps sur une anthropologie d'ouverture à l'altérité, mais nous sommes d'abord très enracinés, culturellement, structurellement, organisationnellement, d'abord sur une anthropologie humaine. Et peut-être que la question du care, alors à travers aussi son histoire, vient réintroduire, réouvrir, réarmer au fond autrement, déconstruire très certainement au fond cette obsession de pouvoir être soi-même, s'intensifier constamment, et donc au fond d'oublier que le ressort premier de notre rapport au réel, ça va être toujours de négocier au fond son incapacité, son impuissance. Si on est sur une anthropologie de la puissance, on comprend bien qu'il y a un grand malentendu, une grande difficulté. C'est que dès que j'ai besoin quelque part de me recaler sur des limites du rapport à autrui, ça va immédiatement poser quelques difficultés. Donc il y a un enjeu de retrouver le fondamental. On y reviendra peut-être tout à l'heure sur la vulnérabilité, mais c'est ça au fond, la vulnérabilité n'est pas une fragilité, n'est pas une défaillance du sujet, c'est sa condition de possibilité. Et donc là, on a potentiellement quelques enjeux de reset anthropologique pour pouvoir transformer très profondément l'économie, qui est une économie, de mon point de vue, du même et de la puissance opératoire. Mais ce qui est très surprenant, c'est que finalement, la morale, il y a une forte tradition religieuse chez beaucoup de foyers. Les gens, d'ailleurs, quand ils travaillent, ils ont souvent des activités caritatives, etc. On a même l'impression que la tradition religieuse et morale, elle a permis aussi au marché aussi de se développer. Et du coup, elle a même fait que le politique a été obligé à un moment de reprendre un petit peu. C'est pour ça que les traditions européennes ou nord-européennes ont aussi développé l'État-providence en tant que tel. C'est-à-dire qu'à un moment, ils se sont bien rendus compte que ça ne pouvait plus être d'un côté la sphère privée qui s'occupait du travail de soins, et puis de l'autre, la sphère du marché qui se développait toute seule. Mais ils le font quand même à bout de bras, parfois avec peu de moyens, d'une certaine manière. Quelle analyse politique, notamment, et Macron, vous avez, tu as Cécile, sur ce point de vue, et pourquoi, finalement, on n'arrive pas à avoir un État qui va valoriser le care à proprement parler dans la société? Je ne sais pas si j'ai la réponse. En tout cas, moi, je voulais vous donner 2 exemples venus de la sphère très capitaliste, des très grandes entreprises, très attachées à l'économie de marché, très défenseurs de leur modèle. Une très grande entreprise industrielle avec énormément de salariés qui est confrontée à un problème RH assez particulier, c'est que les gens ont des carrières longues et ils ont un peu envie de partir. Donc pour les garder, ils leur ont offert la possibilité de partir pendant 1 an en étant payés 75% de leur salaire et de pouvoir aller travailler dans une ONG. Je dis ça parce qu'on reçoit des candidatures. Donc c'est assez marrant. C'est-à-dire qu'en fait, on participe du fait, si on réfléchit dans l'autre sens, de pouvoir garder des cadres à haut potentiel en leur offrant une respiration, en venant passer 1 an avec nous, là, les pleu-pleu des ONG, qui ont quand même un peu de sens dans leur travail. Moi, je trouve ça très intéressant de voir ça. Mais j'ai encore un cran au-dessus. Peut-être que certains d'entre vous ont travaillé ou connaissent les grandes sociétés de conseil internationales, celles qui donnent en fait la ligne sur le monde et qui pèsent sur les stratégies des entreprises, les stratégies des actionnaires, parce qu'elles ont à la fois un rôle prescriptif et un rôle d'adaptation ou de pression sur les entreprises pour s'adapter aux demandes des actionnaires.
Et puis elles ont aussi un rôle vis-à-vis des États parce qu'elles ont développé une activité de conseil aux puissances publiques. Eh bien, figurez-vous que ces grandes sociétés de conseil, elles ont une activité pro bono, gratos. Et pour qui elles le font? Ben pour nous, même pour nous, nos structures internationales. Pourquoi donc ces grandes sociétés de conseil qui gagnent beaucoup d'argent font du pro bono avec les ONG? Alors il y a un peu la culture, mais je vous invite à aller lire sur leur site, c'est écrit en toutes lettres. Ils disent que quand même pour leurs super consultants, partners, tout ça très très bien rémunérés, de temps en temps ils ont un peu des crises de sens. Donc on leur fait faire des missions pro bono, comme ça ben, ils retrouvent un peu de sens, ça va mieux et ils repartent pour donner des super bons conseils ultra-libéraux pour savoir comment augmenter l'efficacité de telle ou telle structure sur tel ou tel territoire. Et moi ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me suis dit, en creux, ce que ces deux exemples disent, c'est que ce besoin-là, alors je ne sais pas s'il est anthropologique, s'il revient du fait qu'on a toujours conscience de notre vulnérabilité de petit enfant, parce qu'on est quand même un mammifère spécial, où, à la différence de l'immense majorité des mammifères qui sont quasiment autonomes en quelques heures, capables de se nourrir, de se déplacer, de se cacher tout seul, un être humain normalement constitué, il lui faut entre 2 ans pour les trucs fondamentaux et 18, voire 25 pour certains, voire même plus, pour y arriver tout seul sans leurs parents. Et peut-être qu'on a cette mémoire au fond de nous, de cette dépendance qui fait qu'on s'est mis debout, on a fait grossir notre boîte crânienne, du coup on est obligé de mettre bas des petits qui ne sont pas du tout terminés. Et que ça fait que des consultants de Bain, à un moment, ils ont besoin d'expliquer aux ONG comment elles doivent faire, et souvent d'ailleurs avec des conseils pourris, parce qu'ils appliquent les mêmes conseils, hein, donc c'est pas toujours très pertinent, pour se redonner un peu de sens à leur vie. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement, je crois que là, on est venu à un moment où il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire il ne faut pas essayer de s'interroger, il faut se dire, en fait, il y a beaucoup de bullshit, il y a beaucoup de n'importe quoi, il y a beaucoup de choses qui sont totalement fausses. Alors, vous lisez très régulièrement des grands moments de prise de conscience d'un grand dirigeant ou d'un grand dirigeant politique, un tueur hyper accro qui s'est mangé un cancer, qui a eu la peur de sa vie et qui du coup a changé, ou dont la femme est devenue tétraplégique, ultra dépendante, etc. Et donc tout d'un coup se rendre compte de où sont les vraies valeurs. Donc je pense que, pour moi, est venu le moment qu'on soit à l'offensive, et à l'offensive de façon politique et économique. Parce qu'en fait, sans tout ce secteur-là, maltraité, sous-payé, ça ne marche pas. Si on ferme tous les lieux de garde d'enfants, si on ferme les écoles maternelles, je vous rappelle, hein, il est ministre de l'économie, mais à l'époque, il avait dit cette phrase qui m'avait beaucoup choquée, il avait dit « c'est bon, on n'a pas besoin d'un bac plus 15, d'un bac plus 5 pour changer les couches », en parlant des professeurs des écoles en maternelle. Bruno Le Maire ? Bruno Le Maire. C'est une citation de Bruno Le Maire qui, par ailleurs, est père de 3, 4, 5 enfants. Donc le mec qui ne sait pas qu'à la maternelle, on ne met plus de couches et qui a 5 enfants, ça pose une petite question sur qui s'est occupé des enfants à la maison. Fermez la parenthèse. Mais vraiment, je pense qu'il faut... en tout cas, c'est ce que nous, on fait au sein d'Oxfam. On a fait tout un travail aussi pour mesurer la valeur du travail non rémunéré des femmes. C'est-à-dire, alors ce qui est ce fantasme féministe de la grève féministe, en disant, si les femmes s'arrêtaient, qu'est-ce qui se passerait ? Effectivement, Adam Smith ne mangerait plus, mais plein de choses s'arrêteraient. S'il n'y avait plus de lieux de garde d'enfants, s'il n'y avait plus de lieux pour prendre soin des personnes âgées, et qu'il fallait on n'allait pas les laisser mourir, donc qu'elles reviennent chez vous et que quelqu'un reste à la maison pour s'occuper des personnes âgées dépendantes, ce qui était ce travail non rémunéré des femmes pendant des générations, tout s'enrayerait. Et donc je pense qu'il faut être dans une démarche assez offensive sur cette question, en disant par ailleurs que ceux à qui on confie la prunelle de nos yeux, les enfants, c'est absolument illogique qu'ils soient pas... C'est vraiment plus important que des tas de choses qui aujourd'hui sont beaucoup mieux payées. Donc il faut mieux payer ce qui est important, et ça c'est important. Et c'est vrai que je pense qu'il y a souvent eu un discours, en tout cas nous on l'a constaté, peut-être chez nous ça a pu exister aussi, un peu sur la défensive, en disant « hey, quand même c'est important ». En fait, il ne faut pas dire « hey, quand même c'est important ». Il faut dire « vous avez vu, sinon ça ne marche pas ». Et par ailleurs, c'est légitime. Alors, pourquoi ça a tenu? Et je termine là-dessus, parce qu'effectivement, dans le secteur du soin au sens large, c'est 2/3 de femmes. 2/3 de femmes, moins revendicatrices, et puis surtout avec une question de valeur, où l'idée d'être puissant, fort, solide, viril, a été valorisée. Mais je pense qu'il va y avoir un lien qui va se faire avec la question de la crise climatique, parce que la crise climatique, c'est pas la vulnérabilité individuelle, c'est la vulnérabilité de notre humanité.
et qui va plus vite que ce qu'on a prévu. Et je pense que du coup, il peut y avoir une remise en cause de ces deux valeurs qui ont semblé cardinales sur la capacité à disposer de manière extrêmement brutale des ressources naturelles, mais aussi des ressources humaines, avec une inversion des valeurs et une inversion des priorités. Mais en tout cas, nous, on plaide pour que ce discours-là devienne offensif, pas défensif, en disant, en fait, ça suffit, cette vision du monde qui est une vision finalement destructrice, de façon assez brutale pour la planète, enfin en tout cas pour la biodiversité et pour le climat, mais aussi et surtout pour notre humanité. Merci beaucoup. Donc si on part en fait du principe que l'économie libérale d'un côté serait l'économie qui en fait dit objectivement qu'on est responsable de notre vulnérabilité, finalement on est responsable de notre pauvreté, machin, si on ne travaille pas, si on ne passe pas de l'autre côté de la rue, là je ne sais plus quelle était l'expression. John Tronto, d'ailleurs, le dit assez intéressant, de manière assez intéressante. Elle propose de changer cette perspective en disant, en partant non pas de tous ces gens qui n'ont pas assez d'argent et sont considérés comme responsables du fait qu'ils n'arrivent pas à prendre soin d'eux-mêmes, mais en partant plutôt de ceux qui ont trop de privilèges et forcent tous les autres à prendre soin des choses dont ils ne veulent pas s'occuper. Si on pense l'injustice de ce point de vue, tout devient différent, et c'est ça la perspective du CARE. Qui est celle dont on devrait partir. Et si on prend un peu ton exemple sur qu'est-ce qui recharge les gens, on s'imaginerait qu'on est tous des Sims, qu'on a besoin de remplir nos besoins primaires quand même, voilà, donc de gagner de l'argent pour atteindre un certain niveau de vie. Ensuite, finalement, ce qui nous recharge, finalement, c'est ça, c'est ce soin, c'est cette altérité, etc., qui va nous rajouter des points de vie. À un moment, le seuil de fric qu'on peut gagner ne va pas nous épanouir plus que ça. Alors maintenant qu'on admet ça et qu'on est assez finalement universellement d'accord sur cette question-là, comment est-ce qu'on en fait un projet politique concret, on en dessine des règles de société qui peuvent vraiment transformer l'humanité et éviter notre perte? Par exemple, il y a des gouvernements qui ont essayé typiquement de penser de nouveaux indicateurs, comme en Finlande ou en Nouvelle-Zélande, pour pouvoir réévaluer mieux l'utilité et la richesse de leurs États. Il y a des entreprises, effectivement, qui développent selon une forme d'éthique. Mais alors maintenant, concrètement, quelles sont les manières, comme voilà, demain, comment est-ce que chacun on peut contribuer à faire émerger cette économie du care? Alors, je commencerai par vous, du coup, Hélène Périvier. À quoi ressemblerait finalement, concrètement, cette économie féministe que vous appelez de vos voeux dans votre livre, cette économie dite peut-être du care, si elle est féministe? Quelles sont les politiques publiques prioritaires? Comment cette économie peut transformer l'ensemble de la société, etc. Alors, je crois que ce qu'on dit, l'échange qu'on a là, il y a plusieurs lectures et plusieurs perspectives. Il y a une perspective anthropologique qui est qui sommes-nous alors, j'aurais plutôt parlé d'individualisme. Enfin, ce que je lis dans ce que vous dites, c'est une forme d'individualisme. C'est ça, nous, l'individu, dans le social. Il ne faut quand même pas minorer le fait que des institutions, par exemple, comme la famille, sont aussi des institutions qui oppressent. Je veux quand même, historiquement, en particulier les femmes, mais pas que, des enfants aussi. Donc, c'est pas, le collectif n'est pas forcément quelque chose à mettre comme le seul objectif possible. Et l'individualisme n'est pas la volonté d'émanciper, d'être émancipé, d'être soi-même, d'avoir son projet de vie. On peut penser aux théories de la justice, rôle, scène, enfin, la question des capacités, donner la possibilité à chacun et chacune d'avoir le projet de vie qu'il ou elle souhaite. Enfin, bon, ça c'est une question philosophique extrêmement large dans laquelle évidemment la question du care est centrale. Qui sommes-nous, nos vulnérabilités, notre interdépendance, notre besoin des autres, y compris un grand patron, il a besoin, j'imagine, un peu de soins, d'amour, d'affection, enfin bon, peut-être, je pense. Donc voilà, ça c'est une grande question. Ensuite, il y a la question de comment on organise tout un ensemble de tâches qui doivent être faites pour que la société fonctionne. Donc là, on est plutôt sur... Donc c'est qu'une partie du problème. Je tiens à le dire parce que voilà, c'est là-dessus que je vais m'exprimer et ça n'épuise pas l'entièreté de la question que vous soulevez qui dépasse largement le cadre de mes compétences. Donc je vais juste plutôt essayer de dresser des pistes sur comment est-ce qu'on peut réorganiser la sphère économique et sociale pour qu'elle permette, qu'elle soit à la fois soutenable et juste. Un petit point aussi sur cette question libéralisme. Moi, je fais quand même une distinction entre ce qui est le néolibéralisme, même s'il y en a de multiples formes, et le libéralisme, notamment le libéralisme politique, même si on peut lui adresser beaucoup de critiques, qui est quand même une volonté d'émancipation individuelle, de suppression de rentes, qui sont profondément injustes. Dans le néolibéralisme, moi, la façon dont je le définis, c'est non pas juste de dire que le marché est bien ou pas bien, c'est pas ça le problème. Le néolibéralisme, c'est de dire que le marché est une fin en soi.
alors que le marché n'est qu'un moyen parmi d'autres de créer des richesses. Voilà, on peut le réguler, on peut l'organiser. Il y a de multiples formes de capitalisme. Il n'y a pas qu'une seule forme de capitalisme. Le capitalisme français n'est pas le capitalisme chinois et c'est pas non plus le capitalisme américain. Donc il y a beaucoup de formes, de façon d'organiser ce marché. Pour moi, l'essence même du néolibéralisme, c'est d'en faire une fin en soi et non pas un moyen parmi d'autres qu'on peut ou qu'on mobiliser dans notre société. Et donc, de fait, ce que Cécile a décrit, pour moi, c'est vraiment un peu l'essence du néolibéralisme, c'est-à-dire dire, pour que mes employés restent vraiment en adéquation avec ce que je veux faire, je leur donne un petit espace, ça redonne un peu de sens. Donc on n'est pas du tout dans une forme de libéralisme qui serait je redonne le pouvoir à des personnes de se réapproprier leur projet de vie, leur carrière, qui ils sont dans cet espace social, etc. Donc ça, je pense que c'est assez important. Et ce qui nous ronge, c'est vraiment ce néolibéralisme. Il faut qu'on arrive à mettre au cœur de notre débat quelle société voulons-nous construire. Et donc à partir de là, le marché peut y aider, d'autres formes les communs peuvent y aider. Enfin, il y a tout un ensemble d'organisations qui peuvent nous aider à mettre en place tout ça. Donc dans ce cadre-là, qu'est-ce que serait une économie féministe? Alors déjà, il n'y a pas de compatibilité entre néolibéralisme et féminisme, puisque on ne peut pas, le féminisme prône l'égalité des sexes avec de multiples dimensions derrière cette notion d'égalité, et donc c'est une fin en soi, et donc il ne peut pas être concurrente avec une autre fin qui serait la concurrence, l'efficacité, le fonctionnement du marché, qui sont un moyen, encore une fois, et non pas une fin. Voilà, je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Donc ensuite, comment est-ce qu'on peut réorganiser de façon beaucoup plus, j'allais dire, pragmatique et peut-être un peu, extrêmement concrète, les politiques publiques aujourd'hui, par exemple, en France, pour avancer? Bien sûr, c'est pas transformatif, parce que là, on peut se dire qu'il faut qu'on retransforme toutes les structures de la société. Ça, c'est quelque chose qu'on peut construire, mais on peut se dire aussi, dans l'état dans lequel nous sommes, que pouvons-nous faire pour avancer? Alors ce ne sera pas quelque chose qui va profondément modifier, mais qui va pouvoir en tout cas nous permettre de résoudre un certain nombre de contradictions et de défis auxquels nous devons faire face. Bon, il y a tout un ensemble de politiques publiques autour du système social et fiscal qu'il faut revoir pour réallouer des fonds vers à la fois le financement du soin aux personnes âgées dépendantes, du soin aux enfants, de l'école. Il y a très clairement, encore une fois, comme je l'ai dit, une crise autour de ces secteurs-là en matière d'attractivité de ces métiers, parce que si plus personne ne veut travailler dans ces métiers, on a déjà un problème extrêmement important. Je veux juste prendre un exemple. Il y a cette idée, ça a été réavancé récemment, de mettre en œuvre un service public d'accueil de la petite enfance, qui est une très belle idée, qui peut alors être porteuse d'égalité des enfants, d'égalité des sexes, d'égalité sociale, d'égalité territoriale. Le problème, c'est qu'on ne peut pas créer de place dans ces structures-là si personne ne veut travailler dans ces structures. Et on en est là. Et quand il y a des crises de qualité d'accueil, parce que les personnes qui travaillent dans ces structures doivent s'occuper de beaucoup trop d'enfants en peu de temps, eh bien, elles le font mal. Après, on dit, ah bah oui, la qualité n'est pas au rendez-vous. Voilà, encore une fois, c'est ces questions-là qu'il faut qu'on se pose, et ça mérite un investissement public, ça mérite qu'on y alloue les sommes nécessaires pour faire à la fois de ces métiers des métiers attractifs et pouvoir produire des services de qualité qui font que nous pouvons être des citoyens, des citoyennes vivant notre vie professionnelle de façon sereine. Donc je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans le détail, mais il y a... Je voulais juste insister sur un petit point. Je trouve assez intéressant que vous traitiez aussi en tant qu'économiste. Quand on parle souvent, nous, de décroissance ou d'aller vers une économie qui est plus sobre ou qui intègre plus l'utilité, etc. On nous dit non mais super, mais avec moins de points de PIB, comment on finance notre système social? C'est souvent le truc qui est rétorqué. On a vu voir Nicolas Dufour dire ça une centaine de fois, le ministre de l'économie dit ça tout le temps. Et nous on se dit bon, effectivement, à ce stade, sans système qui a été transformé, effectivement, la richesse vient aujourd'hui et est évaluée d'une certaine manière. Bon, là, dans le système tel qu'il existe, c'est sûr qu'on ne peut pas créer des droits progressistes en gardant des droits conservateurs, parce que ça, c'est pas soutenable pour les finances publiques, si on veut être très concret. Donc, par exemple, je prends un exemple, ça peut peut-être sembler anecdotique, mais c'est quand même important. Notre système d'imposition sur le revenu, par exemple, qui est un système d'imposition qui impose les personnes mariées et pacsées aujourd'hui sous une forme conjointe,
est un choix de redistribution fiscale extrêmement coûteux. Alors on peut décider qu'on veut le garder. C'est un héritage des années 50 dans lequel on considérait que madame au foyer était une charge pour son conjoint et qu'à ce titre-là, le couple devait bénéficier, alors je ne rentre pas dans le détail, de parts fiscales, ce qui conduit à réduire la progressivité de l'impôt. L'avantage est d'autant plus important que les couples sont riches. Ça a été montré par l'INSEE, on a fait aussi des travaux à l'OFCE là-dessus. Il y a derrière une dépense fiscale très importante qui, me semble, n'est pas suffisamment débattue dans le débat public. On peut décider qu'on veut garder ce système, mais on ne peut pas garder ce système très conservateur et en même temps vouloir avoir des congés parentaux bien rémunérés, avoir des places en crèche avec des gens bien payés. Voilà, il y a un moment où il faut abandonner des choses. Pour moi, ça fait partie des choses concrètes sur lesquelles nous devons revenir. Ce n'est pas du tout anecdotique. Si vous plafonnez le quotient conjugal au niveau du quotient familial, c'est 3 milliards de recettes fiscales supplémentaires par an. Si vous individualisez l'impôt sur le revenu, c'est 10 à 11 milliards. Donc, évidemment, depuis le quoi qu'il en coûte, je suis bien consciente que ces sommes peuvent paraître tout à fait dérisoires, mais c'est des marges de manœuvre qui redonnent de la cohérence à notre système social et fiscal et qui permettent de le réorienter vers des choix que nous aurions fait collectivement comme étant des choix souhaitables, d'avoir une économie de service aux personnes, une économie du care qui soit soutenable, attractive, de qualité et qui nous permette de passer à un autre objectif et une société construite sur quelque chose de solide. Voilà. Merci beaucoup. Marc Grassin, je vais être un peu cash. Comment on fait pour opérer ce reset anthropologique avec des gens qu'on peut côtoyer chacun, des vieux monsieur qui ont été faits dans une économie d'hier et une éducation d'hier dans laquelle c'était de s'occuper de la société, de machin, comment on opère en fait finalement ce reset anthropologique dans une société qui ne valorise à aucun moment cette approche du soin, cette vulnérabilité qui est vue comme quelque chose, comme une faiblesse, comme quelque chose à cacher, où nous-mêmes, en tant que femmes, très honnêtement, le moins on voit ma vulnérabilité, le mieux je me porte en soi. Donc il y a un vrai sujet, et comment on opère ça justement avec la rapidité aussi des changements qu'il va falloir opérer. Comment on opère rapidement ce reset anthropologique et peut-être nourri aussi de quelques expériences que vous avez pu avoir dans les comités éthiques. On parle d'entreprise du CAC 40, là, en l'occurrence. Qu'est-ce que vous voyez dans les yeux de ces personnes et comment opérer ce reset de manière rapide ? Le rapide est compliqué. Ce qui, moi, m'apparaît central, c'est qu'on ne fera pas cette conversion à la fois économique, organisationnelle, décisionnelle, etc., sans un changement de culture très profond. Ça veut dire que, et peut-être c'est là où la question éthique est assez centrale, c'est-à-dire comment on produit une transformation ou une réflexion sur la limite de notre propre posture. Ce que vous évoquiez tout à l'heure est assez intéressant de ce point de vue-là. Donc, on a à creuser, à faire sentir au moins deux choses, me semble-t-il. Premièrement, moi j'aime bien la formule de Bruno Latour, qui est quand même très intéressant. Il dit la question n'est pas de savoir dans quel monde nous vivons, mais dans quel monde, le monde dont nous vivons. Voilà. Et donc il y a moyen d'essayer de fabriquer, d'éduquer, de culturer, pardonnez-moi pour l'expression, ce fait que je ne peux rien faire indépendamment du fait des autres, quoi. La question aujourd'hui n'est pas d'agir sur les choses, c'est d'agir avec. Et donc c'est retrouver, recréer les éléments très profonds de solidarité. Latour dit cette chose, que moi je suis très impressionné par ça, il dit il faut refaire la liste des attachements. C'est-à-dire il faut recompter les attachements. C'est-à-dire, au fond, vous évoquez les enfants, mais la période où nous serions strictement en capacité d'être réellement autonomes, elle est très limitée. Tout le monde comprend ce que ça veut dire, la liste des attachements ? Ça veut dire que, à la fois, si effectivement telle ou telle personne n'est pas reconnue, ne fait pas tel boulot, etc., je ne peux pas faire ce que j'ai à faire. Voilà. D'ailleurs, du coup, ça modifie le rapport à la performance. La performance n'est pas l'opérationnalité, parce qu'on a cette représentation-là. Il s'agit d'être opérationnel, performant. Non, la performance, c'est comment je crée les conditions de possibilité pour que nous puissions
tendent vers quelque chose de l'ordre d'une réalisation. Ce n'est pas tout à fait la même chose, ça modifie les choses. Et il y a une transformation très importante d'un point de vue éducatif. Je pense que l'enjeu est éducatif là-dessus. Les grandes écoles dont nous sommes les uns et les autres, d'une manière ou d'une autre, nous sommes passés par là, etc. On voit bien qu'il y a comment on va créer, inciter progressivement à reconnaître que le nerf de la guerre, c'est la reconnaissance du avec. Bon. Et il y a un deuxième élément, et je cite un autre auteur que je trouve extrêmement important, c'est une manière d'inviter, c'est Baptiste Morisot. Il dit la chose suivante, il dit au fond les crises que nous vivons, et c'est pas que le début, hein, enfin, ça s'accélère de manière très forte, il dit c'est des crises de la sensibilité. Donc il y a une problématique dans la formation de chacun d'entre nous, dans le logiciel interne de chacun d'entre nous, c'est que notre rapport au réel, notre rapport à la praticabilité du monde, il est sur fond de la raison. Morisot dit non, il y a une crise de la sensibilité et de l'affect. C'est-à-dire comment on va retrouver quelque part cette sensibilité, ces émotions, ces affects qui vont me permettre au fond de reconnaître l'autre et puis de m'engager, etc. Moi, je suis issu du milieu soignant, hein, mais je suis assez impressionné par le monde du soin, voilà, parce que ce qui fait leur compétence, c'est qu'ils sont sensibles à ce qui émerge de la situation de fragilité dans lequel les individus... Donc l'enjeu, me semble-t-il, c'est de remettre du sensible, de l'affect dans la raison. Et pour citer un autre auteur qui est Alain Supiot a écrit un livre assez remarquable de mon point de vue, qui s'appelle « La gouvernance par les nombres ». Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'au fond, nous rationalisons, nous équationnons, pardon, le terme n'existe pas, le réel, et il faut revenir là-dessus, culturellement, en termes d'éducation, sur des éléments forts de sensibilité qui vont permettre peut-être de transformer le logiciel de reconnaissance ou pas. Dans le milieu du soin, vous savez bien, dans la chaîne de valeur du soin, elle rend lisible le médical, alors que ce qui va être absolument central, c'est qu'on puisse nous passer un bassin quand on a besoin, parce qu'on ne peut pas le... Voilà, et ça, comment culturellement on le retravaille pour montrer qu'au fond, l'enjeu est le avec. Donc, recréer les éléments de solidarité. Et alors, peut-être, on va pouvoir rééquilibrer le sens que vous évoquiez, rééquilibrer les reconnaissances sociales, financière, parce que c'est un enjeu, et vous avez tout à fait raison, on va dans le chaos absolu en termes du soin dans les années qui viennent, parce qu'il y a une hémorragie extrêmement forte de l'intérêt de ces métiers-là. Qui a l'impression de prendre ces décisions basées sur sa sensibilité ici, à main levée? On va dire qu'on est sur un petit quart de personnes. Parce qu'il y a aussi cette idée de dire que on nous pousse à réprimer aussi cette sensibilité dans la sphère publique, qu'on exprime d'ailleurs après sur la sphère privée, et on fait chez notre famille et nos amis et nos conjointes quotidiennement, parce qu'on a réprimé notre sensibilité toute la journée dans la sphère publique. Comment on envisage une société dans laquelle les sensibilités individuelles aussi peuvent exister dans le collectif? Et comment on crée finalement cet état, pas état en tant que tel politique, mais cet état du Caire dans lequel en fait les sensibilités peuvent finalement être vertueuses sur un projet collectif, et comment ça s'incarne réellement? Cécile, comment ça s'incarne réellement? Parce que c'est des super questions. Mais je voudrais quand même dire qu'il y a un certain nombre de choses où c'est utile d'objectiver. Puisqu'il faut répondre, on est dans un système où on aime bien les chiffres. On adore les chiffres qu'en plus, ils ont trait aux questions financières, parce que ça, c'est vraiment sérieux, c'est vraiment objectif. Et il se trouve que l'université d'Harvard a fait une étude sur 75 ans qui s'appelle Study of Adult Development. Et ils ont 4 directeurs de recherche. Ça fait 75 ans que l'étude se poursuit. Ils ont choisi 269 hommes au sein de la promo 3944 de Harvard, dont Kennedy, et 300 jeunes des quartiers pauvres. Et ils les ont étudiés toute leur vie.
L'engagement, c'était d'aller jusqu'au bout de leur vie sur tous les paramètres, ce qu'ils avaient gagné financièrement, leur réussite professionnelle, leur santé, etc., etc. Et au bout de cette étude, qui porte donc sur environ 600 personnes sur toute leur vie, avec une méthodologie extrêmement scientifique, le bilan de cette étude, et vous pouvez aller regarder, Study of Adult Development, c'est Harvard, les résultats de l'étude sont publiés. La seule chose qui permet d'indexer le bonheur ou non exprimé par les individus, c'est la qualité des liens humains qu'ils ont. Pas le nombre de leurs relations, même pas leur santé, pas l'argent, la qualité des relations humaines. Alors je fais une incise, vous connaissez peut-être le film, un film un peu ancien qui s'appelle La Belle Verte de Colin Serrault, pour répondre à ta question sur comment les Sims humains se rechargent. Eux, ils viennent d'une autre planète et ils se rechargent en prenant des bébés dans les bras et en les câlinant. Et on parle de l'économie du soin des personnes âgées, etc. Mais il y a une économie du soin qui, elle, a été très monétisée, qui s'est énormément développée dans nos sociétés occidentales. C'est celle de tout ce qui est les soins esthétiques et les massages. Aujourd'hui, énormément de gens, et notamment ceux qui sont le plus soumis, enfin ceux qui gagnent le plus d'argent et qui sont le plus soumis à la pression professionnelle, payent pour qu'on s'occupe d'eux, même pour qu'on les touche. Et donc je pense que ce qui est intéressant, c'est justement de déconstruire ça et de se dire, est-ce que c'est possible de faire, d'abord, de remettre ces valeurs comme des valeurs positives. Et je suis sûre que c'est pas si compliqué que ça, parce qu'au final, c'est une expérience individuelle. C'est-à-dire que là, je ne fais pas lever la main, mais si chacun s'interroge sur ce qui reste, ce qui est le plus important pour eux, ben, tout le monde le sait au fond, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui vous aime, quel qu'il soit d'ailleurs. C'est pas forcément une relation conjugale, c'est de savoir qu'on a quelqu'un sur qui on peut compter et que la maladie de la solitude, la maladie de la désespérance sociale, c'est celle qui fait la surconsommation excessive et considérable d'anxiolytiques. Ou aux États-Unis, le fait que l'espérance de vie, on peut parler de nouveaux indicateurs, là pour le coup c'est un indicateur hyper stable, l'espérance de vie est en recul, même avant le Covid, pour 2 raisons majeures, une épidémie de consommation et donc d'overdose d'opiacés et de suicide. Sans compter les morts par arme à feu. Et que ça, c'est vraiment des maladies de la société. Et donc, je crois que c'est important de pouvoir affirmer de manière presque scientifique et en étant à égalité de niveau de discussion avec ceux qui disent oui mais on ne peut pas parce que c'est trop cher, etc., que si c'est possible. Sur la dimension fiscale, le débat sur comment on utilise la fiscalité est un débat très intéressant. Il y a plein de sources de nouvelles ressources fiscales, sans compter si on s'évitait de supprimer la CVAE et autres joyeusetés qui ont juste pour objectif de pouvoir distribuer davantage de dividendes à ceux qui ont déjà trop et que ça ne rend pas heureux. Petit message personnel à Bernard Arnault, j'ai pas l'impression qu'il respire la joie de vivre. Vraiment. En plus, je pense que redistribuer davantage, et c'est pour ça qu'on défend par exemple dans les entreprises la limitation des écarts de rémunération, c'est facteur de davantage de stabilité. Je renvoie à Wilkinson sur ses travaux épidémiologistes sur la santé des sociétés, mais il y en a bien d'autres. Et donc sur la question fiscale, Oxfam a publié ce que nous appelons notre manifeste fiscal, 15 mesures fiscales et 15 capacités de dépenses, dont notamment dans toute cette économie-là, dans tous ces besoins-là, qui montre qu'on a des marges de manœuvre financières si on fait ces choix. Dernier point, la question de sortir du marché un certain nombre de ces activités est intéressante. On ne peut pas ne pas parler de ce qui s'est passé avec Orpea et avec d'autres, parce qu'effectivement, le seul moyen de dégager davantage de rentabilité dans ces activités, c'est de maltraiter les humains. Et donc la question de sortir ça d'une capacité à dégager de l'argent sous forme de dividendes, pour nous, maintenant, c'est une question qui est assez évidente. On devrait rester dans un cercle qui, d'ailleurs, est le cercle qui anime une partie des gens qui sont ici, qui est de se dire quel est le sens de ce qu'on fait, le sens de l'existence même de notre entreprise. Est-ce que celui-là est de maximiser le profit des actionnaires? Pour nous, la réponse est clairement non. C'est assez intéressant cette idée de sortie du marché, parce que finalement, si on regarde l'algorithmie financière, etc., qui est responsable de beaucoup de déperdition, de beaucoup de précarisation, etc., cette algorithmie, c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on se dit aujourd'hui. Ça n'incarne plus. On a finalement même créé des outils pour nous qui finalement nous désensibilisent, nous, pour potentiellement créer cette surintermédiation, cette nébuleuse qui va prendre les décisions à notre place et encore plus désensibiliser le process. C'est ce que dit notamment même Lévinas, finalement, et c'est ce que vous avez notamment mentionné sur ce que peut dire Baptiste Morisot ou d'autres, c'est que finalement, si on désincarne, ça veut dire ne prenez plus de décisions quotidiennement si vous ne savez pas vraiment quelle est la répercussion de ces décisions, qui va être touché par cette décision
on voyait le visage. Hein. Et je pense qu'à ce moment-là, si on fait voir les visages, c'est là finalement qu'on crée un sentiment de rébellion. Et ce qu'on a pu voir sur le cas Total, qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à partir du moment où ces visages ont été amenés dans l'opinion publique, d'un coup, ça devenait indéfendable de continuer d'aller extraire ce pétrole là où il était, et de déforester, et puis de toucher ces populations. Plus personne ne pouvait le défendre, même le plus véreux des capitalistes, pardon. Et donc c'est ça qui est assez intéressant, ce sujet, il est fondamental et structurant. Alors on est à la fin, donc pour pouvoir clôturer, j'aimerais que vous puissiez chacun, s'il y avait, vous en avez déjà donné, mais donc du coup vous avez possibilité d'en dire une ou deux nouvelles, s'il y avait, voilà, une chose à mettre en place tout de suite, un effet, quelque chose, une mesure politique, une mesure économique, une mesure éducative, voilà, ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, voilà, monsieur. Allez, vous pouvez commencer on peut commencer par Marc et revenir comme ça, pour changer. De par mon expérience de comité d'éthique, je trouve que ça, c'est une vraie mesure. C'est-à-dire dans les collectifs, que ce soit des entreprises ou peut-être du politique, c'est vraiment développer des instances qui soient des lieux de réflexion libre, sécurisés pour que la parole puisse être libre, où on essaie de creuser, de travailler les angles morts. Une des difficultés, c'est et plus la société accélère, plus il y a des angles morts. Hein. Si je ne vois pas ce qui est derrière, si je ne vois pas les effets d'impact concrets dans la chair des hommes et des femmes, alors je peux tracer une ligne en accélérant sans cesse. Donc c'est créer des espaces de réflexion, c'est aussi une question d'éducation, hein, mais créer des espaces de réflexion, on pourrait dire de développement d'un esprit critique qui consiste, alors pour faire un clin d'œil aux soins, qui consiste à essayer d'avoir une clinique, c'est-à-dire regarder, sentir, palper, toucher, sentir, voir ce qui est en train de se produire sur les gens que je ne vois pas. Et ça, quand on fait ça avec des dirigeants, c'est extrêmement intéressant parce que tout d'un coup, le champ de vision s'élargit un petit peu et progressivement, quand quelque chose entre dans le champ de vision, il est assez rare que les hommes et les femmes qui sont souvent de bonne volonté ne se disent pas « Ah oui, il y a un problème » et commencent à décider un peu autrement d'autres pratiques. Sur Oula Pharma Pub, on va lancer du coup des espaces de réflexion sur ces thématiques à suivre. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Je vais enchaîner, ça va aller tout à fait de pair. Ça paraît très modeste par rapport à tout ce que j'ai dit, mais je pense que c'est une base essentielle. C'est notamment d'avoir une comptabilité genrée des décisions publiques, c'est-à-dire de l'impact différencié sur les hommes et sur les femmes. On l'a vu au moment du plan de relance après le Covid. En fait, c'était alors qu'on avait compté sur les femmes et eu besoin des femmes. Plus de 90% des aides-soignants sont des femmes. On a fait l'analyse que même moins de 20% du plan de relance bénéficiait aux femmes, que ce sont des secteurs ultra masculins qui avaient été favorisés par le plan de relance. Et donc pour que les femmes comptent, il faut compter. Et comme évidemment les femmes sont surreprésentées dans le secteur du soin, si on veut que le secteur du soin soit mieux pris en compte, il faut là aussi le compter. Et j'allais dire, peut-être un pas plus loin, faisons des études que les Britanniques et que les Anglo-Saxons font assez naturellement, sur lesquelles on est plus réticent, de dire combien ça rapporte. Combien ça rapporte. Combien ça rapporte, en fait, moi je vais vous donner un exemple qui date de mon passé de ministre. En fait, quand vous hébergez des sans-abri pendant l'hiver, parce que c'est ce qu'on appelle la gestion au thermomètre, de novembre jusqu'à mars, que vous les remettez dehors en avril et que vous les récupérez en novembre, en fait, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher en soins médicaux, ça coûte plus cher à tout point de vue. C'est-à-dire qu'on a du mal à se dire, on est très hypocrite. À la fois, on pense que c'est pas très bien, mais on compte pas et d'évaluer ça. Les Britanniques ont évalué combien ça coûtait d'investir dans la rénovation thermique des logements des personnes âgées. Et ben, ça fait baisser pour 1 euro investi, ça fait baisser de 80 cents, enfin pour une one pound, ça fait baisser de 80 cents les dépenses de santé. C'est-à-dire qu'en fait, l'investissement est beaucoup plus limité. Donc voilà, de compter ça et d'avoir toujours ce réflexe, de compter avec une dimension genrée, ça fait ressortir les éléments. Et si je m'appuie sur ce que vous venez de dire, ça permet du coup de prendre des décisions qui sont différentes.
Alors moi, comme j'étais super concrète dans mes interventions, je vais me permettre d'être un tout petit peu plus générale dans la conclusion. Je pense qu'on a besoin de remettre au cœur de nos débats, de nos conversations, la société dans laquelle on veut vivre, qu'on s'appuie sur des principes de justice forts. Moi, je mettrai en avant celui de l'égalité dans toutes ses dimensions, et qu'on se donne les moyens, en tout cas, sinon de l'atteindre, au moins de réduire les inégalités par des politiques publiques qui permettent, en cohérence, de pouvoir reconstruire une société, refaire société autour de ces objectifs. Je ne suis pas sûre qu'il y ait consensus, je ne suis pas sûre qu'il y ait consensus sur l'égalité femmes-hommes. Peut-être nous ne partageons pas toujours les mêmes visions sur les questions d'égalité sociale, mais je pense que rediscuter fondamentalement des principes de justice qui sous-tendent notre société, c'est ensuite choisir les moyens qui nous permettent de l'atteindre. Donc c'est repolitiser. Donc, au-delà de compter, moi je dirais repolitiser ces débats, ces objectifs-là, pour que l'économie soit au service de ces principes sur lesquels nous souhaitons construire ou reconstruire notre société. Merci infiniment. Alors, pour suivre le travail de Hélène Périvier, il y a son ouvrage « L'économie féministe » et travaille à Sciences Po et l'EFCE. Les travaux de Cécile et de Oxfam, Oxfam France, suivez leurs actualités. Je ne sais pas si tu as une autre actualité que tu veux partager. Pour voir, tout ce qu'on produit est en accès libre, gratuit, vous pouvez le réutiliser. C'est oxfamfrance.org. Et Marc Grassin, est-ce que vous allez sortir un ouvrage bientôt sur ce sujet ou on peut suivre le travail de la chaire que vous avez fondée aussi à l'Institut? Il y a quelques ouvrages, mais on est en train de travailler sur un sujet qui est la parallélisation des mondes. Comme quoi peut-être aujourd'hui on est sur des lignes qui ne se croisent plus et comment on peut dans le monde de l'entreprise retrouver au fond des points de jonction. Encore un nouveau sujet de débat potentiel pour la prochaine. Et puis nous, vous pouvez suivre Eva Sadoun sur les réseaux et puis Lita Rive, tout ce qu'on fait et le mouvement Impact France. Merci infiniment pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu.